Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous et à tous dans le nouvel épisode de Junko. Alors, une nouvelle interview aujourd'hui pour une nouvelle histoire professionnelle, celle de Émilie Graison, qui est artiste peintre professionnelle. Salut Émilie. Salut, ça va ? Oui. Alors écoute, je t'ai invitée aujourd'hui parce que en fait, on m'a invitée à t'inviter quasiment. On m'a dit, Florence, une cliente pour toi. C'était un dimanche, je reçois en rentrant du marché des MP en me disant mais alors là regarde et tout, ça a l'air d'être une histoire de dingue. J'ai donc regardé ce réel, je t'ai découverte pétillante, découverte aussi comme si tu te confiais aussi sur ce qui t'est arrivé, sur ton histoire professionnelle, sur comment en fait tu en étais arrivé à être artiste peintre. Donc voilà, avec plein de belles couleurs, etc. Ça m'a évidemment rendue curieuse. Donc vraiment un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Alors, je vais te laisser te présenter. Comment tu te définirais au-delà d'être artiste peintre pour qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi? Je m'appelle Émilie. Je dirais que je suis quelqu'un de plutôt de pétillant, toujours de bonne humeur. Je suis très curieuse, j'adore découvrir plein de choses. Et puis je crois que j'aime par-dessus tout la couleur. Je pense que ça se voit aussi bien dans ce que je peux porter en style de vêtements que dans mes toiles. Que te dire d'autre ? Je suis maman j'allais dire une petite fille, mais elle est plus si petite que ça. C'est d'une jeune ado, elle a 14 ans. Voilà, et puis depuis 2 ans, on va dire que ça y est, je me suis lancée dans la peinture. C'était pas du tout prévu, hein, et comme tu disais, tu as choisi, je pense, les bons mots quand tu parlais que je me confiais dans le réel. C'est vrai, tu es vraiment dans le juste parce que ce réel-là, avant de le faire, j'ai mis beaucoup de temps parce que justement, il a fallu digérer tout ce qui s'était passé. Ça n'a pas été simple et puis j'avais besoin aussi d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir en parler parce que ça a été une période de ma vie, juste avant de devenir artiste peintre professionnel, il y a eu une période assez sombre où justement, fallait, tu vois, il faut toujours j'appelle ça un petit temps de digestion en fait pour comprendre, tout remettre en ordre, remettre les pièces du puzzle ensemble et puis essayer de tout reformer correctement. Donc ouais, effectivement, il m'a fallu du temps et puis vu que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'ai mis du temps à le monter aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta première vie professionnelle donc Pendant 19 ans, j'ai été maîtresse d'école, donc j'avais mon diplôme de professorat des écoles, donc c'est pour travailler en classe maternelle et primaire. Et très vite, j'ai fait le choix de me spécialiser. Je voulais travailler avec les plus grands, avec les collégiens, donc en classe de SECPA, ça veut dire section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est les anciennes classes SES pour les plus anciens qui nous écouteront et qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est des élèves qui sont en difficulté scolaire et c'est des petits effectifs, on va dire, ils sont au maximum 17 par classe. Et en fait, à partir de la 4e, ils font déjà des stages pour découvrir des voies professionnelles. Ça a été des belles années, en fait, avec chacune de mes classes. Moi, j'ai des souvenirs avec des élèves, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Et encore aujourd'hui, il y en a que j'avais il y a peut-être 15 ans. Il y en a qui m'ont connue enceinte de ma fille et dont j'ai toujours des nouvelles aujourd'hui. Donc voilà, je suis ce qu'ils sont devenus. On échange, on discute et ça fait toujours plaisir. C'était des belles années, franchement, ouais. tu as toujours voulu travailler dans l'éducation, travailler auprès des enfants? Alors au début, je voulais être hôtesse de l'air.
Et puis après, je me suis dit: «Non, je voudrais être prof», mais je voulais être prof d'anglais. Et quand j'étais à la fac, j'ai fait une fac, c'était quoi? C'était LEA. J'étais en licence, donc la licence, c'était 3e année, parce que maintenant ça a changé, ça s'appelle plus comme ça. Et en fait, quand je me suis dit: «Tiens, je ferais bien prof d'anglais». On m'a dit: «Bah non, faudra que tu retournes en 2e année de Doc». Et vu que j'aimais pas du tout la fac, je me suis dit: «Bah non, c'est bon, je vais pas encore refaire 2 ans, j'ai pas envie, ça me convient pas comme système». Donc je me suis dit, bah, que j'allais être professeur des écoles. D'accord, OK. Et naturellement, comme ça, tu t'es orienté vers, ouais, les jeunes qui étaient un peu plus en difficulté? Tu avais envie d'un accompagnement plus proximal? Enfin, c'était, Ouais, c'est ça. Et puis je pense que je préférais les plus, franchement, alors pour être très honnête, j'avais pas la patience d'être avec les petites maternelles, parce que c'est là, faut vraiment un niveau de patience exceptionnel, parce que trop petit, enfin, tu vois, ceux qui se battent pour, le même crayon alors qu'il est 2 fois dans le pot, je peux pas, tu vois? Et j'avais besoin d'avoir des élèves qui sachent déjà coller une feuille et utiliser une paire de ciseaux. Bah, quoique des fois, j'en ai eu certains qui savaient pas forcément le faire, mais bon. Mais ouais, des ados. Et puis, c'était ce côté aussi, ce que j'ai adoré en SECPA, c'est qu'en fait, on voit l'élève grandir. En fait, on le récupère en 6e, tu vois? Et on le suit jusqu'à la 3e. Donc, ah il y a des ouais, belles évolutions. Puis c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu la famille. C'est-à-dire que, bah, on connaît les parents, tu vois? Donc, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment, on est vraiment beaucoup plus proches, tu vois? Mais vraiment. Et puis, à ce côté, enfin, je veux dire, les élèves, c'est à la fin, c'était un peu comme mes gamins. Enfin, tu vois, c'était, voilà, j'avais ce côté, des fois, quand je les emmenais en voyage scolaire, c'était: «Allez, venez dire bonjour à maman», tu vois? C'était un peu, j'étais leur maman de substitution pendant une semaine. Mais non, non, c'est que des bons souvenirs. Et ouais, j'aimais bien ce côté aussi, les voir dans leur développement, et puis aussi les accompagner, parce que, enfin, faut pas oublier que les profs, ils ont quand même un rôle essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est là pour former des futurs adultes, mais aussi on est là, pour, enfin, je dis «on», j'y suis plus, mais moi, j'étais là aussi pour que les élèves prennent confiance en eux, et puis, tu vois, essayer de leur faire voir les choses sous un autre regard, tu vois? Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, et puis en faire des adultes responsables. C'était plus ça mon rôle, et faire en sorte qu'ils se sentent bien aussi. Ça, c'est la première chose pour moi. Le premier rôle de l'école, c'est de mettre les élèves en sécurité. Et puis, la deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien à l'école. Parce que si tu as pas ces 2 choses-là, tu peux pas travailler, et tu peux pas, tu pas disponible pour les apprentissages. Donc ça, c'était vraiment mes 2 priorités, et après les apprentissages, bien sûr. ouais, donc ça, c'est ce qui a drivé ta première carrière. Comment la peinture est arrivée dans ta vie? Alors, la peinture est arrivée dans ma vie, c'était en 2013, donc je venais de divorcer. Et à l'époque, j'avais une copine qui allait voir une art thérapeute. Alors, je savais pas du tout ce que c'était, mais ça avait l'air de lui faire du bien, donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, je vais tester». Et j'y suis allée, je suis tombée sur une super art thérapeute, qui s'appelle Claire Nicolas d'ailleurs, et qui est à Rennes. Et en fait, 1re séance avec elle, donc j'ai pas du tout peint, pas du tout dessiné, on a juste discuté. Et là, en l'espace d'une heure, enfin, je sais pas, c'est comme si elle m'avait donné, une première clé pour ouvrir, un truc que j'avais pas compris sur moi. Et vraiment, tu vois? Et à chaque rendez-vous, c'était ça, en fait, ça m'ouvrait, enfin, il y avait aussi une notion de développement personnel, tu vois? Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, bah, forcément, on a commencé à faire, un peu de peinture, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à acheter des toiles et acheter des tubes. Alors au début, j'ai fait des trucs très, très moches, hein, mais on s'en fout. Le principe, c'était de me faire du bien, et c'était le cas. Donc voilà. Et puis après, une fois que j'ai, entre guillemets, «craché» tout ce que j'avais à cracher là, qu'il fallait que ça sorte, bah, après je me suis dit: «Ah bah tiens, j'ai envie de peindre des histoires de vie, j'ai envie de peindre des femmes». Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais commencer à faire des portraits». Mais ça, je te parle de ça, il s'est bien passé 2, 3 ans, hein. Enfin là, tu vois, là, tu t'en parles. Ouais, bah, du coup, j'ai acheté des toiles, bah, du coup, j'ai peint, j'ai peint des histoires, mais tu as appris sur le tas comme ça toute seule? Tu as pris des cours? Parce que J'ai essayé de prendre des cours, mais c'était pas pour moi, parce que rester 3 heures, assise sur une chaise, et ben, j'ai pas la patience. Trop dur, trop dur. Et en fait, c'est là que je me suis dit: «Mais mince, les élèves, en fait, quand ils passent, 4 heures, mais j'espère qu'ils s'ennuient pas avec moi». Et c'est là, tu vois, grosse prise de conscience. Je me dis: «Finalement, on se dit 4 élèves, c'est cool, mais pas tant que ça, finalement, pas du tout». Donc non, j'ai essayé, puis c'était pas pour moi. Enfin, ouais, non, 3 heures assis sur une chaise, je pouvais pas. Il y avait certainement des très bons profs, mais j'ai préféré faire ça de mon côté. Tu vois, c'est mon petit journal intime, c'était mon truc, mon petit moment à moi. 2013, mais donc avant ça, tu n'avais jamais peint? Non, bah si, à l'école, tu vois, comme tout le monde, au collège, machin, tout ça, mais non, j'avais pas. Et puis j'étais vraiment pas une passionnée d'art, tu vois? Je connaissais les classiques, la Joconde, tu vois? Je connaissais un peu Andy Warhol, ce genre de trucs, mais Ah ouais, pas d'affinité particulière avec non, des ni l'art, ni la photo, ni tout ça, ça m'attirait pas du tout. tu as jamais bricolé, passé des heures à bricoler comme des enfants font, tu vois? Non, non, j'aimais le maquillage, mais pas ça, tu Ah, tu vois? aimais le maquillage? Ouais, ça, j'ai toujours aimé.
D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que ni ma mère ni ma sœur, n'aiment ça, mais moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, dès l'âge de, ouais, 11 ans, je crois que ma mère, elle lisait des magazines genre Prima, tu sais, ces trucs-là ou Femme Actuelle et moi je regardais toujours les pages beauté. J'adorais ça. Je pense qu'à 11 ans, je savais déjà de faire une manucure italienne, je savais ce que c'était une French manucure, tu vois, ce genre de truc, je savais comment maquiller les yeux. J'aimais bien, mais du coup, tu vois, tout ça me sert aujourd'hui dans le métier que je fais quand je prends mes Tu avais quand même le goût du beau, de l'esthétique. mais avec le maquillage, tu vois? Pas forcément en peinture et après, c'est quand j'ai commencé à faire de l'art-thérapie, je crois que c'est peut-être la même année ou l'année d'après. J'ai commencé à aller à Paris, j'allais voir ma meilleure amie qui habite toujours à Paris d'ailleurs. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais pas très dégourdie, genre fallait qu'elle vienne me chercher à la gare parce que je savais pas prendre le métro, tu vois? Bon, maintenant j'y arrive, hein, pas de problème, mais et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire mes premiers musées. Je me suis dit: «Tiens, je vais aller voir, ce qui se fait», tu vois? Et je connaissais rien alors donc je me faisais mes petites cures de musée, j'appelais ça comme ça. À chaque vacances scolaires, en général, j'allais, 2-3 jours à Paris et je me faisais toujours une expo le matin. Je regardais avant l'officiel des spectacles, tu vois? Je me dis: «Tiens, je vais aller voir ça, ça, ça», avec des choses des fois qui me plaisaient énormément, d'autres un peu moins, c'est normal, c'est comme tout. Mais du coup, j'ai commencé à développer ma culture artistique et en parallèle de ça, c'est là que j'ai commencé à faire un peu de peinture. Voilà. Ok, donc tout ça, tu le fais en parallèle de ton travail dans l'éducation nationale. Comment ça se passe la bascule? Comment tu... Alors la bascule, elle s'est faite, j'allais dire, c'était pas très joli, hein. Parce que, la dernière année, donc alors j'ai arrêté le 1er novembre 2023, tu vois, le jour de la fête des morts. C'est ça, ouais, c'est ça, non, 2025, ça va bientôt faire 2 ans, ouais, c'est ça. Le malaise a vraiment commencé en janvier 2023. C'était janvier 2022, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Parce que la dernière année, janvier 2023, non, j'étais en burn-out, donc non, donc c'était 2022. Début 2022, donc je reviens bosser. Je m'étais fait opérer de mon genou parce que j'avais eu une rupture des ligaments, un Covid en plus. Donc je reviens travailler au mois de janvier, donc très contente. À cette époque-là, j'étais à 80 parce qu'on avait, eu l'année d'avant un chef d'établissement qui m'avait autorisé depuis 2 ans à avoir un 80 donc pour que je puisse avoir un peu plus de temps pour peindre et ça me convenait très bien. Donc je retourne au travail, ça se passe bien et puis en fait, petit à petit, je vois que, je sais pas, l'ambiance se dégrade. Il y a des choses qui me plaisent pas, mais j'arrive pas, tu vois, à mettre le doigt dessus. Puis ça s'installe, au fur et à mesure et puis, je vois bien que je fais souvent des sinusites et cetera. Bon, la fin d'année arrive et là je me dis: «Ouf, vivement les vacances» parce que je sentais que j'avais besoin, tu vois, de que ça passe et puis, j'avais demandé à continuer à avoir mon 80 sauf qu'on me l'a refusé et ça, je l'ai su en septembre en reprenant et là, j'avais pas du tout envie. J'étais là, je trouvais ça injuste, en fait, comme décision. Il y avait pas lieu de pas me le prolonger, comme les autres années. Donc là, entre-temps, on avait changé de chef d'établissement. Je reprends une rentrée donc déjà l'envie était plus forcément trop là et puis, tu vois, il y avait toujours ce mal-être qui grandissait et puis, après il y a eu, enfin il s'est passé des choses, alors j'en parlerai pas ici parce que voilà, enfin tout ça pour dire que, je me suis retrouvée dans un boulot où j'étais plus en accord avec mes valeurs et que ça devenait difficile à vivre, des soucis avec certaines personnes et puis, bah, le burn-out est arrivé et puis je l'ai pas vu venir en fait, hein. Bah, tu vois, ça fera 2 ans clairement, non 3 ans, ça va faire 3 ans. Ah, il y a 3 ans à cette époque-là, j'allais commencer le burn-out et puis, donc j'étais arrêtée 15 jours avant les vacances d'octobre. Fin des vacances d'octobre arrive et là je me rappelle, une réaction, mais comme un gamin de 5 ans: «Je veux pas y retourner, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner, je veux pas y retourner» et à cette époque-là, j'avais la chance d'avoir un super médecin, bah, qui lui a bien vu que ce qui se passait et il m'a dit: «Non Émilie, tu vas pas y retourner parce que», il fait: «Bah, voilà, je pense que tu fais ce qu'on appelle un burn-out» et bah, tu sais, au début, tu es dans le déni, tu te dis: «Bah, non, ça va pas venir, ça va pas passer par moi, c'est pas possible, nanani nanana» et puis en fait, chemin faisant, bah, plus le temps passait, plus je me suis vraiment enfoncée et j'ai vraiment bien touché le fond. Je pense que c'était en novembre, il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, à pas te reconnaître, à plus savoir qui tu es, en fait, avoir le cerveau complètement lobotomisé et je tiens à préciser que je prenais pas de médicaments, hein, je prenais pas d'antidépresseurs, tout ça, mais je sais pas, en fait, la santé mentale, c'est quand on voit la violence d'un burn-out sur la santé mentale, c'est assez fou et moi, vu que je suis quelqu'un de nature, assez positive où tu vois, quand j'ai un petit coup de mou, maximum ça dure 3 jours et ça repart. Là, je voyais bien que ça repartait pas et du coup, ça me faisait peur, tu vois? J'avais peur de moi. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer là si j'arrive pas à remonter?» Donc très, très dur et puis, j'ai rencontré une amie à ce moment-là, enfin une personne qui est devenue une amie qui m'a conseillé d'aller voir, une somatopathe, une kinésio et puis à un moment, je me suis dit: «Bah, de toute façon Émilie, si tu te mets pas un coup de pied au cul, tu vas jamais t'en sortir donc
fais l'effort, cet effort, parce qu'à l'époque, c'est des efforts surhumains, hein, juste d'appeler pour prendre un rendez-vous, c'est compliqué quand tu as plus envie de rien faire. La seule chose que je faisais le matin, c'était d'emmener ma fille et encore, j'étais en jogging pour l'emmener à l'école. La honte, quoi, enfin, tout ce que je déteste. Et ben, j'en étais rendue à faire ça. Et puis, ouais, j'avais des copines, des amis qui m'appelaient tous les jours, hein, mais je me sentais tellement inintéressante parce que je ne faisais rien de mes journées, tu vois? J'avais rien d'intéressant à raconter. Enfin, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment pas agréable à vivre et en plus, surtout, je me reconnaissais pas. Après, ça commençait à aller mieux début janvier. Enfin, j'étais toujours perdue, hein, je savais pas du tout ce que j'allais faire et puis, bah, là, je suis retournée bosser en mi-temps thérapeutique et même en retournant bosser en mi-temps thérapeutique, je voyais bien que ça le faisait pas et puis, ouais, tu convoqué par, ton inspecteur, ceci, cela, parce qu'ils sont pas forcément très bienveillants, tu vois? Enfin, ils cherchent toujours la petite bête au lieu de se remettre en question donc et là, je me suis dit: «C'est vraiment, waouh, moi, je peux plus bosser avec des gens comme ça, je c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que j'envisage les choses». Et puis petit à petit, donc tu vois, je faisais déjà de la peinture, à côté, j'avais déjà vendu des toiles et puis quelque part, je me suis dit: «Bon, ah mais de là en faire mon métier à temps plein et de gagner sa vie avec ça», je me suis dit: «Je sais pas, c'est le pari, il est risqué quand même», hein, tu vois? Je me suis posé la question longtemps, longtemps, longtemps et puis, à un moment, j'ai vu que de toute façon c'était plus possible, donc je me rappelle, j'ai fermé ma porte de classe, c'était le 12 avril, je crois, 2023 et je me suis dit: «J'y retournerai plus». D'ailleurs, dans mon réel, c'est quand tu me vois fermer la porte, c'est la porte de ma classe, hein. Je savais que c'était la dernière fois que je mettais les pieds au collège, que je n'y retournerais plus et c'est ce qui s'est passé et il s'est encore passé peut-être, je dirais 1 mois et demi avant que je prenne la décision de me demander une rupture conventionnelle parce qu'on pouvait encore je sais pas si c'est encore possible, mais c'était possible et je me suis dit: «Quoi qu'il advienne, je sais que de toute façon, je ne serai plus prof. Je peux plus, ce système m'étouffe et si je reste, je vais crever», enfin pas dans le sens, littéral du terme, c'est-à-dire je vais perdre ma petite flamme. J'avais déjà failli la perdre, donc je me suis dit: «Ah non» et donc j'ai fait ma lettre de rupture conventionnelle, c'était un 6 juin et j'ai été convoquée, 1 mois plus tard, le 6 juillet et moi c'était voilà, ma décision était prise, je savais que je voulais partir donc et mon projet justement, c'était je me suis dit: «Bah écoute, si tu as une rupture conventionnelle, ça va t'ouvrir des droits au chômage donc peut-être que là, ça va te laisser aussi le temps de voir si, ton activité, elle est pérenne, ou pas et si c'est pas le cas, bah, de te retourner et de faire autre chose. Qu'est-ce qui se passait pendant tout ce temps-là? Comment la peinture, tu en faisais toujours, tu commençais à vendre? Tu étais déjà J'avais déjà vendu alors pendant toute la période de burn-out, clairement, j'ai pas peint, du tout. J'arrivais pas, j'ai recommencé à peindre, je te dirais peut-être, ouais, en mars, avril. Ouais, je vendais des toiles. Après, tu sais, des fois, c'est un peu aléatoire. Il y a des périodes où tu vas vendre et puis d'autres où tu vas rien vendre. C'est comme ça. Mais je me suis dit: «Bah, écoute, je fais le pari». De toute façon, je me suis dit: «Mais de toute façon, si tu te lances pas, tu auras des regrets donc bah, vas-y, quoi». tu avais des signaux qui, tu vois, qui te disaient: «Tiens, ça se tente», tu vois? Bah, oui, j'avais déjà vendu des toiles si tu veux et puis après bon, j'avais aussi mon site internet qui était déjà sorti mais entre temps, voilà, depuis j'ai développé d'autres choses, tu vois? Mais je me suis dit: «Ça se tente, j'ai envie d'essayer, quoi». Puis je me dis: «Bon, tu pas trop de risques, sachant que tu as le chômage» et puis bon, bah, je me suis dit: «Beh, si tu vois qu'au bout d'un an ça le fait pas, bah, tu sauras faire ce qu'il faut, quoi». Et je me suis dit: «De toute façon, tu sais» par contre, un truc qui me terrorisait un peu, c'est que je me dis: Je n'ai jamais fait un seul entretien d'embauche». Je sais pas du tout comment on fait, tu vois? J'en ai jamais fait un seul, donc je me suis dit: «Si un jour je dois postuler quelque part», limite j'étais en train de me dire: «Mais comment on fait? Est-ce que je serais douée ou pas?» Je sais pas, tu vois? Ça revient souvent ça, du coup, les gens me disent: «J'ai jamais fait d'entretien» et c'est vraiment ça reste encore, des tu sais, comme un peu, en mode on se met en mode un peu examen, un peu en mode, Moi, je suis persuadée, en fait, que les entretiens d'embauche, c'est chouette, mais en fait, moi, je trouve que c'est mieux de se rendre compte de la valeur de quelqu'un une fois qu'il travaille, tu vois? Parce que je pense que tu as des gens qui sont peut-être pas doués en entretien, mais qui sont très doués une fois sur le terrain, tu vois? Et vice versa, hein. Donc ouais, non, je me suis dit: «Écoute, ça se tente, alors, vas-y». Puis donc après, bah, j'ai passé un été pendant 2 mois, je savais absolument pas où j'allais être en septembre parce qu'en fait, c'était les vacances scolaires et puis là, bah, tu te doutes bien, tout est fermé. Donc j'ai passé un été j'ai aussi un petit peu entre angoisse et puis espoir et puis à un moment je me suis dit: «Écoute Émilie, de toute façon, bah, profite de ton été parce que de toute manière, la réponse tu l'auras pas tout de suite». La rentrée scolaire est arrivée, bah, je n'y suis toujours pas retournée donc je me suis remis en arrêt, de travail et j'ai eu la réponse, comme quoi ma rupture conventionnelle était acceptée le jour de ma fête, donc le 19 septembre, tu vois? Il a encore fallu du temps et là j'avais l'entretien était le 10
crois que c'était début octobre et c'est à ce moment-là que, tu sais, ça fait bizarre, hein, tu vas signer, c'est comme un divorce, hein, tu sais, tu vas signer tes papiers ou tu parce que moi, j'ai vraiment vécu comme ça, hein. Parce que jamais de ma vie, je me serais imaginé qu'un jour, je serais artiste peintre. J'avais pas pensé qu'un jour, je ne serais plus professeur des écoles, tu vois? Ça m'avait pas traversé l'esprit. Enfin, c'était assez violent, en fait, la vitesse finalement, c'était long et à la fois, c'était rapide, tu vois? Et donc bah, j'ai signé ces fameux papiers avec une date de départ, au 1er novembre et voilà et puis après, bah, c'était fini. Le divorce était signé. C'est marrant c'est vrai que de parler de divorce parce que on sent que ouais, toi, tu t'étais engagé pour la vie, quoi, en fait, à la vie, à la mort, quoi, pour l'éducation nationale et Quand tu as connu que ça, en fait, l'inconnu fait peur, en fait et tu sais, on a besoin tu as plein de gens qui préfèrent rester dans une situation même s'ils sont pas heureux parce qu'ils connaissent les tenants et les aboutissants et c'est vrai que de se dire: «Waouh, je me lance, mais alors, tu sais pas de quoi demain va être fait», ben, ça fait peur et c'est humain, hein, c'est normal comme réaction mais c'est vrai que j'en menais pas large, même si je savais mais au fond de moi, je savais, j'avais cette petite voix qui me dit: «Émilie, vas-y, c'est le moment, va-t'en, il est temps de partir, de toute façon t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, ça ira». tu as suivi ton intuition Exactement. et donc on est le 1er novembre. Ciao, bye bye, l'éducation nationale et te voilà lancée en tant qu'artiste peintre à ton compte. Pas encore tout à fait parce que là, j'avais à cette époque-là, j'avais déjà une entreprise, une EI pour, la peinture, donc j'ai fermé mon EI et j'ai attendu janvier pour, ouvrir c'était une EURL. Ah oui, parce qu'entre-temps, pendant ces 2 mois-là, je me suis familiarisée avec du jargon que je ne connaissais pas. SASU, EI, SARL, URL, tous ces trucs-là que j'avais peut-être déjà un peu étudiés à la fac, mais à l'époque, vu que ça m'intéressait pas parce que ça me servait pas, tu vois, ça me passait par-dessus la tête donc là, quand j'allais au sport le matin, je mettais des podcasts et des vidéos YouTube parce que, voilà, il fallait que je sache à quoi m'attendre et c'est comme ça que j'ai décidé d'ouvrir la nouvelle entreprise en janvier parce que sinon, j'allais payer de la CFE, enfin, j'allais avoir le cadeau de la CFE sur les 2 derniers mois alors que là, j'aurais pu l'avoir sur 1 an donc faut réfléchir quand même avant de faire des choses et voilà, donc j'ai ouvert une URL et l'année dernière, ça s'est pas forcément très bien passé parce que le URL, il s'est avéré que ça a pas été le bon choix et donc je l'ai senti rapidement et tu vois? Et là, j'ai vraiment eu ça l'année dernière, ça a pas été facile parce que j'ai pas fait beaucoup de ventes de toiles et tout et puis tu vois? Tu le sens venir, tu te dis, moi dès le mois de juin, j'étais en panique totale, je fais: «Ah, mais ça va pas du tout, je peux pas rester comme ça, ce système-là, ça me convient pas». Donc bah, j'ai pris les devants rapidement, on a décidé de clôturer le URL en décembre 2024. Donc ça a encore été un petit coup dur au moral parce que là, je me suis dit: «Ma cocotte, il te reste 6 mois, va falloir redresser la barre», tu vois? Parce que ah ouais, il me restait 6 mois de chômage donc j'étais là, je fais Parce que donc tu arrêté en novembre. En janvier, tu lances ton URL, pendant 1 an et tu te rends compte, ouais, que du coup, c'est pas le bon style. le URL quand tu la fermes, tu le sais pas, mais ça coûte 1 500 balles donc tu en perds des sous aussi. Donc là, Et là, tu te retrouves avec ta première année où tu vends pas des masses, c'est ça? ah ouais, c'est ça en fait, ou par rapport à l'année d'avant où j'avais un autre en fait, si tu veux, quand j'étais enseignante, vu que j'avais un salaire qui tombait tous les mois, tu sais, que je vende une toile ou que j'en vende pas, moi, c'était pas grave. Si j'en vendais, tant mieux, c'était du beurre dans les épinards, tu vois? Sauf que là, c'est pas pareil. Quand ça devient ton boulot, tu réfléchis pas de la même manière. Et là, je me suis dit, je fais: «Waouh, OK». Donc janvier, je me dis: «Bon allez hop, on se reprend en main, va falloir que tu penses à développer ton activité aussi de d'autres manières». Donc c'est comme ça que là, j'avais déjà l'idée depuis un petit bout de temps, je voulais lancer les apéros peinture sur Rennes. J'avais envie de faire découvrir la peinture aux adultes, tu vois? Et donc j'ai lancé ça en février et bah, là, tu vois, ça fait 8 mois et ben, le résultat est plutôt positif, tu vois? Les ateliers étaient, souvent alors pas à chaque fois, mais la plupart du temps, ils ont été complets et là, ça continue. Le prochain, c'est le 16 octobre, c'est dans 10 jours. Ouais, c'est ça, c'est dans 10 jours. Après, il y en a un autre qui est prévu le 13 novembre, donc tu vois, ils sont déjà prévus dans le temps et ils sont tous à Cissé-Blossac. Qu'est-ce que j'ai mis en place aussi? Bah, les team building, tu vois, pour les entreprises. J'ai mis aussi en place la location, de repros pour les entreprises aussi. Enfin, tu vois, tu es obligé aussi, de réfléchir à ton business, aussi de le développer d'une autre manière, en fait, pour que tout mis bout à bout, en fait, les trucs additionnés les uns les autres, les ventes de mon site et cetera, entre les ventes de toiles, les ateliers ou les team building, tout ça fait que, ça te fait ton chiffre d'affaires et avec ça, après, tu peux te faire ton salaire. Mais tu es obligé pour l'instant, vu que je ne vends pas encore d'étoiles, à 6-7 chiffres, et ben, tu fais comme ça, voilà. Donc là, après quand tu as plus le chômage, tu as réussi à en vivre du coup de ton Bah, activité? ouais, ça y est, ouais, je peux te dire qu'aujourd'hui, j'en vis. Ouais, 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 Oh!
Ouais, mais quand je dis ça, mais en fait, c'est particulier parce que je me disais il y a 2 ans, je fais: «Bah, le jour où je dirais: "Je peux en vivre", je serais contente». Et en fait, ce jour-là est arrivé. Alors c'est pas que je me réjouis pas, mais c'est que j'ai tellement la tête dans le guidon qu'en fait, j'arrive même pas, tu vois, à m'en rendre compte. Je prends pas forcément alors ce enfin, là, quand j'y pense, en parlant avec toi, je te le dis, oui et c'est vrai que je me dis: «Bah, le pari était risqué, mais quelque part, ça en valait la chandelle», donc je suis contente. Mais je m'attendais à être quand même plus, je sais pas, exploser de joie, j'en sais rien, tout ça, mais c'est juste que si tu veux, c'est encore, j'estime que je suis encore qu'au début, tu vois? Donc avant de se réjouir, faut encore faire ses preuves et faire en sorte que ce soit pérenne et c'est pour ça, enfin là, tu vois, je travaille encore sur d'autres projets, mais ouais, je pense que j'ai toujours la tête dans le guidon. Ça aussi, c'est un truc que j'ai découvert, tu vois, en étant à mon compte, c'est pas du tout c'est pas la même chose que quand tu es salarié, ça n'a rien à voir. Je suis très contente, hein, mais j'ai l'impression d'avoir un cerveau qui est décuplé. C'est-à-dire que je pense à plein de trucs tout le temps, enfin, tu vois, j'ai une équipe Sojasson dans la tête, comme je dis, tu sais, c'est les coureurs du Tour de France, ça pédale là-haut, et ça fonctionne à plein régime, tu vois? Ouais, du coup, tu as mis plein de choses en place pour pouvoir, ouais, vivre de ton activité. Ton compte Instagram marche bien puisque du coup, tu as quand même, je sais pas combien tu as d'abonnés, mais tu en as quand même beaucoup. 13 000, ouais, c'est pas beaucoup, beaucoup. Bah, bon, après, je passe du temps aussi, hein, tu sais, la com et tout, ça se travaille, Ouais, quoi. c'est ça, ouais, mais tu as une belle com, quoi. Du coup, je veux dire, tu as bien développé, ces compétences-là aussi en parallèle et ça, c'est pareil, ça prend du temps, de l'énergie, Ouais, ouais, puis c'est pour se former aussi un peu. Alors après, ouais et ça, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est com, faire des montages, des trucs mais c'est vrai que ça prend vachement de temps. Vraiment, on va pas se mentir, c'est entre ça, la communication sur Instagram, Facebook, LinkedIn, la com, ça prend et puis, bah, pareil, mon site internet aussi, le blog, tout ça, enfin, c'est un j'allais dire, c'est un travail titanesque, ouais et puis il faut encore trouver le temps de peindre. Tu vois, là, cette semaine, clairement, la semaine qui s'est écoulée, la semaine dernière, je n'ai pas touché à un seul pinceau parce que j'avais d'autres choses à faire avant et là, tu vois, à partir d'aujourd'hui, ça y est, là, je me suis prévu une, full semaine peinture, enfin, avec, j'ai encore quelques petits trucs à finir, mais globalement, à partir de demain, je fais la chef de Monsieur Seguin, c'est-à-dire que je m'accroche à mon chevalet et je bouge pas. Et ça fait du bien, tu vois? La peinture, c'est aussi quand je peins, c'est de la méditation, tu vois? De pleine conscience, c'est-à-dire que tu es concentré sur ce que tu fais et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette, c'est que quand je fais mes team building ou quand je fais mes apéros peinture, c'est ce que les gens me disent. Ils me disent: «Ah ça fait du bien, j'ai pensé à rien, j'ai décroché, j'étais concentrée» et tu vois? Ce bien-être que moi je ressens quand je peins, c'est le plus chouette des compliments que les gens puissent me faire quand ils font un atelier. Ils me disent: «Ah bah, ça m'a vidé la tête, ça m'a fait du bien». Ah bah, voilà, tu sais, c'est le plus beau des cadeaux. ça, c'est ça que tu recherches, toi, quand du coup, tu transmets tes qu'ils ressentent le bien-être que toi, tu ressens. C'est ça et puis c'est surtout après si tu veux entre des adultes et des ados, j'ai envie de te dire qu'il y a aucune différence parce que même quand je fais, l'autre fois quand j'ai fait un team building la semaine dernière, il y en a qui m'ont dit: «Ah ben je te préviens, moi je suis pas créatif ou je sais pas dessiner nanana, nanana» et moi je leur disais, je les charriais en leur disant: «Bah c'est pas grave, vu que vous êtes en binôme, ce sera la faute de ton binôme, tu pourras te cacher derrière ça». Mais le but c'est pas, en fait si tu veux, je m'arrange toujours pour que les gens soient jamais en difficulté parce que quand tu fais un atelier comme ça, le but c'est de passer un bon moment. Donc il y a aucun intérêt à ce que les gens viennent et se sentent mal. C'est pas du tout l'effet recherché. Donc même pour ceux qui savent pas dessiner, moi j'ai la solution, hein. Tu prends un papier calque et puis t'inquiète, ça va bien se passer, hein. Tu vois, j'ai l'impression de te entendre tout à l'heure quand tu parlais, de tes élèves, le principal, c'est qu'ils passent un bon moment, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils se sentent bien. Exactement. Tu vois, là, on retrouve en fait des Bah, exactement. Moi j'arrive, enfin, je pense, alors c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je pense avoir cette capacité de mettre les gens à l'aise et je pense que justement mes 19 ans d'enseignement m'ont aussi servi à ça. C'est-à-dire que moi, j'avais des élèves en difficulté tous les jours, donc bien sûr, heureusement que je leur ai pas dit: «Ah bah, tu es nul et tout machin» et il y a des profs qui font ça, hein, c'est horrible, mais moi jamais. Les gamins qui étaient, je sais pas, par exemple, tu vois, pas très bons à l'écrit, plein de fautes d'orthographe, tatati tatata et ben, ces mêmes gamins, bah, vu qu'ils étaient pas bons à l'écrit, tu vois, ils compensaient à l'oral. Mais à l'oral, ils étaient bons, tu vois? Et tu vois, je les valorisais, je leur dis: «C'est super bien», je dis: «Tu vois, moi, à ton âge, je savais pas, parler, être aussi à l'aise à l'oral. Moi, je piquais des phares, j'étais rouge, j'avais les mains moites», tu vois? Et je leur dis, tu sais, enfin, c'était vraiment, tu vois, toujours trouver du positif dans ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis après, forcément, ils ont progressé et ben, la peinture ou les ateliers, c'est la même chose. Et puis quand je fais mes ateliers, je suis là pour donner un coup de main. Quand ils me demandent: «Bah, tiens, Émilie, je sais plus comment on fait du violet», bah, tu mélanges du rouge et du bleu, tu vois? Ou quand ils sont en galère, machin. Des fois, je suis pas là pour faire à leur place. Je leur dis: «Bah, à ton avis, comment tu pourrais faire pour, réussir à faire ce que tu veux?» Tu vois?
et hop, quand il trouve tout seul, bah, tu vois, c'est encore mieux. Il y a un apprentissage, il y a un déclic. Donc allez-y, inscrivez-vous aux apéros. Moi, je vais venir, hein, je vais m'inscrire. Ouais, Ouais, bah, ça viens, me donne avec trop envie, plaisir. trop envie, ouais, je me dis, enfin, que c'est un mode de communication. Puis j'aime bien, tu vois, tout ce qui permet d'exprimer, des choses enfin, à la place des mots. Et parle-nous, toi, un peu de ta peinture, là, de ton identité de peintre. Par exemple, là, imaginons quelqu'un, tu vois, qui n'a jamais vu tes peintures. Comment tu la décrirais pour, du coup, lui expliquer ce que tu fais, tes intentions, comment il pourrait s'imaginer? Alors, je lui dirais que je peins des femmes, je sublime les femmes parce que déjà j'en suis une et parce que je trouve que, les femmes ont énormément de ressources, tu vois? On a cette résilience en nous, enfin tous ces côtés un peu, voilà, on arrive à surmonter énormément de choses et justement mon travail, moi, c'est de sublimer les femmes et de leur rendre hommage aussi quelque part à travers ma peinture et j'apporte ma touche aussi parce que je mets des peintures, enfin des couleurs, enfin c'est hyper coloré ce que je fais, c'est joyeux, ça me ressemble au niveau des couleurs et puis, j'adore apporter, un soin tout particulier au regard. Bah, comme je te disais tout à l'heure, tu vois le maquillage, tout ça, bah, ça me sert et j'adore aussi, dessiner, les iris. C'est vraiment, le regard en fait, et les gens me disent d'ailleurs souvent que, quand ils viennent à mes expos, ils me disent: «C'est assez bizarre, Effie, on a l'impression que tes femmes, elles nous regardent en fait» et même moi, tu vois, quand je fais mes toiles, au début, je commence à faire, bon, le dessin, je commence à remplir un peu le visage avec de la peinture et au début, je dis toujours: ça ressemble pas à grand chose, tu vois? C'est pas, et à partir du moment où je commence à faire les yeux, alors là, c'est l'effet magique, c'est-à-dire que pour moi, la toile, elle prend vie, tu vois? Il se passe quelque chose et là, tu as un visage qui apparaît, un visage vivant avec ce regard et voilà et après je dirais que ma peinture, normalement, si c'est bien réussi, quand tu la regardes, ça te donne le sourire ou ça t'apporte du bien-être. Normalement, c'est ce que c'est censé faire. Ouais, donc tu restes sur, les premières sensations que tu as, les premières expériences que tu as eues avec la peinture. Ça a été à la recherche d'un bien-être, à un moment donné de ta vie, avec ton divorce et cetera, où tu avais besoin d'apaisement et tu as gardé, du coup, c'est ça que tu veux transmettre aussi aux autres? Exactement et les gens, ils me disent tout souvent que après je pense qu'on dissocie pas non plus, l'artiste de sa peinture. C'est-à-dire que enfin, je pense aussi que pour aimer une toile et cetera, faut aussi apprécier l'artiste, hein. Moi, je pense que je pourrais pas acheter une toile si j'apprécie pas l'artiste. Clairement, non, mais vraiment et souvent les gens, ils me disent aussi un truc qui me fait vraiment plaisir, c'est, «Ah tes couleurs, ça nous fait du bien». Ah ça, quand on me dit ça, je suis contente. Ah ouais, vraiment. Au moment où, tu as commencé donc à peindre de ton côté et cetera, il y a dû avoir un moment donné où il a bien fallu les montrer. Tu l'as dit, ça te représente, là, tu dissocies pas forcément l'artiste des peintures, c'est toi, quoi. Ça a été quoi, pour toi? Ça a été comment de rendre ton travail à un moment donné visible aux yeux du monde entier, Alors au début, la première expo, je crois que c'était 3 ans après que j'ai commencé, mais à l'époque, en fait, je faisais pas encore de visage, il y avait beaucoup de collages, tout ça et la première expo, c'était une copine qui m'a dit: «Mais Émilie, pourquoi tu exposes pas?» Je fais: «Ouais, non», tu sais, syndrome de l'imposteur, tu te dis: «Bah non, je suis pas apte à exposer ceci, cela» et puis bon, bah, une fois que tu l'as fait, bah, tu continues, en fait et puis après, bah, forcément, je dirais qu'aujourd'hui, une chose qui est importante, c'est à partir du moment où tu montres ton travail, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, ça veut dire que tu es assez fort mentalement pour accepter les critiques, qu'elles soient constructives ou pas. Tu vois? Ça veut dire que les gens, ils peuvent te faire des compliments, mais ils peuvent aussi, ne pas aimer et cetera et c'est tout à fait libre, mais ça veut dire que, si enfin, je suis quelqu'un de sensible, mais je suis aussi préparée à ça. Après je sais très bien qu'on peut pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc après moi ce que je fais, si ça plaît, tant mieux. Après les gens à qui ça plaît pas, je les invite à passer leur chemin tout simplement, tu vois? et donc tu en es où là, aujourd'hui? Comment, ça se passe? C'est quoi ton quotidien? Mon quotidien. Alors si je te prends ma journée d'aujourd'hui, c'est un peu biaisé. Enfin, en général, je suis quelqu'un, je me lève très tôt et si je fais une petite insomnie, ben, je la mets toujours à profit, donc c'est-à-dire que je vais travailler déjà dès le matin. J'essaye de faire du sport j'essaye d'en faire tous les jours, parce que ça aussi, ça fait partie de mon hygiène de vie et ça permet de s'aérer la tête et de se vider l'esprit. Bah, en fait, les semaines, ça dépend. Les semaines comme la semaine dernière où j'ai beaucoup d'administratifs à faire parce que là, j'ai encore un nouveau projet que je vais lancer normalement cette semaine, en fin de semaine. Donc j'avais plein de choses à terminer, mais sinon, j'essaye aussi, de faire de la peinture, enfin, j pas autant
que j'aimerais. Mais ouais, globalement, mes journées, en fait, bah, en fait, je me rends compte que je fais plein de choses dans une journée entre le travail sur, bah, la com, le travail sur mon site internet, la rédaction d'articles, la compta, l'administratif, les rendez-vous clients, la prospection et puis la peinture. Finalement, j'ai pas beaucoup de temps pour peindre, sauf, bah, où là, tu vois, j'essaye de m'organiser, parce que là, je me suis dit: «Émilie, il faut vraiment que tu peignes parce que j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire plus de choses», tu vois? J'aimerais avoir le temps pour, m'octroyer une demi-heure de dessin par jour, pour m'améliorer en dessin, tu vois? C'est parce qu'il y a pas de mystère, tu vois? Faut pratiquer pour s'améliorer. J'aimerais bien avoir plus de temps aussi pour peindre. Bon après, je pense que j'ai encore des petits ajustements à faire au niveau de l'organisation, mais tu vois, plus ça va, plus ça se déroule comme il faut. Tu arrives, justement, tu vois, à switcher comme ça, à se dire: «OK, maintenant je me mets dans ma bulle, c'est peinture». Du coup, comment tu as des petits rituels, des trucs que tu te mets dans quelles conditions? Enfin, tu vois, tu as Alors quand je me mets à la peinture, déjà première chose, je mets toujours mon téléphone en mode avion ou silencieux parce que j'ai pas envie qu'on m'embête pendant ce temps-là. Quand je peins, tu vois, je peins par section d'1 heure, 1 heure et demie grand max. Après, je vais laisser sécher un peu et puis après, tu vois, je vais revenir. Donc quand je peins, je coupe mon téléphone, bah, je filme aussi, hein, parce que bah, là, faut aussi penser à créer du contenu, tu vois? Et en général, je mets toujours de la musique. Je mets toujours de la musique, je me fais mon petit café ou de l'infusion, enfin, peu importe. Et quand je m'installe à mon chevalet, il se passe toujours, tu vois, allez, on va dire une petite minute de flottement et puis une fois que c'est parti, une fois que j'ai mis la peinture sur le couteau et que j'ai mis mon premier coup de couteau sur ma toile, ça y est, c'est bon, c'est parti. Là-haut, ça débranche, il se passe plus rien et on apaise et bah, là, tu oublies tous tes soucis. Je dis toujours que j'aille bien ou pas bien, quand je peins, c'est de la thérapie, en fait. C'est clairement, tu vois, quand tu as plein d'idées en tête, tu es obligé d'être concentré sur ce que tu fais donc quelque part, tes soucis, tes tracas, si tu en as à ce moment-là, bah, tu les oublies, tu vois? Et si tu es déjà bien à ce moment-là, bah, le plaisir de peindre, il est décuplé, tu vois? super, super. Et c'est quoi tes projets là, à court, moyen terme? Je vais lancer en fait, du coaching pour artistes, débutants ou confirmés. Alors, je précise que c'est un coaching qui n'est absolument pas sur la technique de peinture, parce que ça, j'interviens pas là-dessus. Moi, je vais intervenir sur, tu vois, des problématiques que j'ai pu rencontrer. Par exemple, comment fixer le prix, de ton art, quel statut choisir, comment communiquer, pourquoi tu peins, tu vois? Juste réfléchir à son pourquoi. Voilà, j'ai envie d'aider les artistes parce que des fois, dans ta vie d'artiste, des fois, tu es bloqué sur dans certains trucs et tu as besoin des fois d'avoir, ce petit déblocage et moi, je me dis, quand j'ai commencé, tu vois, il y a plein de choses que je savais pas. Où est-ce que tu déclares? Parce qu'en fait, le statut d'artiste-auteur, c'est très particulier, hein, tu pas beaucoup de monde pour te renseigner donc je me suis dit: «Bon, allez hop, je vais faire ça». Donc j'ai préparé un guide, tu vois, qui sera téléchargeable gratuitement parce que je me suis dit, «Je vais pas, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose que les gens puissent, voir un petit peu, ce que c'est et puis après justement, bah, je vais proposer, des coachings. Je peux pas tout te dire. Normalement, j'ai 2 projets qui devraient sortir, d'ici la fin de l'année, mais là, je peux pas spoiler pour l'instant. Après le projet, c'est continuer aussi à trouver aussi, des nouvelles expos pour l'année prochaine, parce que tu vois, en fait, vu que je suis toute seule, et ben je fais tout toute seule, donc faut aussi prospecter les expos. Limite, j'ai envie de te dire que je m'y prends un peu tard pour l'année prochaine, mais bon, après chaque chose en son temps et puis là, j'ai des toiles aussi, j'ai des commandes pour la fin d'année donc je vais aussi me dégager du temps pour, avoir le temps de peindre et de pas, moi, j'aime prendre le temps quand je fais mes toiles. J'aime pas faire des toiles, en speed, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Surtout que là, bon, il y a un portrait auquel je pense, je sais que ça va être c'est chargé émotionnellement, donc il me faut du temps pour le faire en même temps, le digérer et puis pouvoir, faire en sorte que la personne pour qui est ce portrait soit satisfaite et contente. Et tu aurais, tu vois, un rêve un peu fou de te dire, bah, justement, alors je sais pas, du coup, un lieu d'exposition, enfin, faire un portrait d'œuvre, enfin quelque chose où tu te dis tu là vraiment en se disant, en rêvant, tu vois, un peu un truc de folie, ce serait quoi? Alors c'est pas des gros trucs de folie, j'aimerais bien exposer, chez, Gérard Bertrand, c'est un vigneron, tu vois? Et en fait, je crois qu'il a le château L'Hospitalet et une fois, en fait, j'avais un ami qui est photographe qui a exposé là-bas et j'avais vu, tu vois, des photos du lieu et je trouvais ça magnifique donc j'aimerais beaucoup, exposer chez lui mais il faudrait peut-être que je me bouge pour, pour envoyer un mail. Après, ouais, j'aimerais bien, je crois que si un jour j'expose à l'étranger, ça serait chouette. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien, ouais. Quand j'expose à droite à gauche, déjà, c'est une logistique, mais
Les gens, ils imaginent même pas. C'est déjà quand je vais exposer là, je suis en exposition à Paris, c'est un déménagement, hein, parce que vu la taille de mes toiles, ça se fait pas comme ça, tu sais, il faut tout bien emballer, il faut prendre le camion, le machin, enfin c'est la logistique, elle est quand c'est comme ça, je me dis: «Émilie, tu aurais peut-être dû faire du point de croix. Ça aurait été un peu moins pénible à transporter», tu vois? Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Mais ouais, des projets, ouais, ouais, le rêve, ouais, peut-être, ouais, exposer à l'étranger ou peut-être faire je sais pas, le portrait d'une star, mais que ce soit une commande, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Oui, je sais pas, une femme de préférence, hein, quand même, mais voilà. C'est pas des trucs foufou, mais j'ai pas besoin d'avoir des enfin, déjà, si tu veux, mon rêve, je l'ai déjà réalisé, c'est en fait, il est déjà fait, c'était, être artiste peintre et vivre de mon art, donc ben, ça, c'est déjà fait, tu vois? Donc en gros, j'ai envie de te dire que faire en sorte que ça continue et si ça se développe encore plus, bah, tant mieux, tant mieux. C'est chouette, mais mon rêve quelque part, il est déjà réalisé, ouais. Ah, c'est tellement chouette d'entendre ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu vois, en le disant là, j'aurais presque envie de pleurer parce que tu vois, j'y pensais pas, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, mais ça a été une galère, hein, ça serait à refaire, je le referais, bien sûr. Oui, bon, repasser par les moments par lesquels je suis passée, c'était pas une partie de plaisir, hein, De quoi tu es plus fière aujourd'hui, de ton parcours? d'avoir réussi, de l'avoir fait, en fait et de me dire: «Tu as eu le courage de le faire. Tu as eu le courage de le faire», c'est souvent ce qu'on me dit. Je suis quelqu'un, tu vois, je sais qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Je sais que je m'en remettrai toujours. Sauf je pense que le seul truc dont je m'en remettrais pas, c'est si je perdais ma fille, tu vois? Mais tout le reste, je pars du enfin, je pense que j'ai cette force donc quelque part, quand j'ai pris cette décision, je me suis dit: «Bon écoute Émilie, si tu le fais pas maintenant, c'est pas quand tu auras 80 ans et que tu vas te réveiller ou que ta vie ou dans 10 ans et que tu vas te dire: "Ah si j'avais su, j'aurais dû le faire, ceci, cela", bah, toi au moins tu l'auras fait après, tu vas voir si ça marche, quoi». Mais vraiment et au moins je sais que j'aurai cette fierté personnelle, hein, c'est pas pour les autres, c'est juste envers moi, de me dire: «C'est bien, tu l'as fait. Tu as eu le courage de le faire» et ouais, du courage, il m'en a fallu parce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, mais tu vois, clairement, bah, quand j'ai dit ça, non seulement moi j'avais déjà mes propres craintes, mes propres peurs, mais j'avais celles des autres aussi. Donc faut être assez fort mentalement pour se dire: «Waouh!» C'est pas comme si, tu vois, j'avais pas réfléchi. Bien sûr que je savais que c'était risqué, mais tu sais, quand tu as, bah, tes parents forcément parce qu'ils s'inquiètent, c'est normal, mais qui te font part de leurs peurs et cetera, les amis ou des gens qui disent: «Waouh, tu es folle de faire ça, tu quittes, la sécurité de l'emploi». Bah, je peux te dire que tu as intérêt d'être bien accroché et d'avoir les reins et les nerfs solides pour faire face à tout ça, tu vois? Et justement, là, si, quelqu'un, écoute et qu'il en est au stade d'avoir cette fameuse intuition que toi tu as eue, tu vois, peu importe, pour, envisager quel avenir professionnel, il se dit: «Non, mais là, il faut que j'y aille, enfin, je sens, c'est maintenant», mais bah, tu vois, justement, tous ces doutes, ces blocages. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour l'aider? Moi, je lui dirais de tenir bon et que si elle sent que c'est l'appel, enfin moi, c'était l'appel de la survie à ce moment-là, mais si elle sent vraiment qu'au plus profond d'elle, c'est ce qu'elle veut vraiment et ben qu'elle s'accroche parce que si c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'il faut faire et après, bah, tu vois, toi, tu es coach et ben je me dis que c'est aussi, moi, je me suis fait coacher aussi à un moment, parce que j'avais pris un peu de coaching et je pense que le coaching, ça peut aider parce que tu vois, aller voir quelqu'un qui est complètement extérieur et qui ne te connaît pas, c'est aussi avoir quelqu'un qui est impartial, tu vois? Et qui va pas être dans le jugement, en fait, sur tes choix et qui, au contraire, va être là pour, peut-être t'aider à affiner certains choix ou y voir plus clair, tu vois? Quand tu es vraiment perdu. Mais ouais, je dirais à la personne de pas c'est vraiment c'est pas écouter les autres, c'est vraiment une fois que ta décision, elle est prise, ta route, elle est tracée, tu suis ton chemin. Peu importe, les choses, elles finiront toujours par rentrer dans l'ordre. Alors après, il y a des gens qui partiront de ta vie et c'est normal, ça arrive tout le temps. D'autres qui vont rentrer et cetera, mais tout est déjà écrit quelque part, sauf que toi, tu connais pas encore l'histoire, c'est tout. Mais ouais, vraiment de rien lâcher et puis de se dire, «OK, j'ai fait ce choix, bah, j'y vais». Voilà. Et c'est ma décision et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme quand j'ai divorcé, hein, donc bon, je conseille pas forcément le divorce, c'est pas ça que je dis, mais tu vois, une fois que j'ai pris ma décision, ouais, mon divorce, ça a été compliqué aussi, hein, tu vois? Mais c'est un peu ce même truc. Ma décision était prise, j'ai tenu bon et en fait, les choses ont fini par rentrer dans l'ordre avec le temps. Bah, là, c'est la même chose, en fait. C'est pareil. Enfin, le comparatif, c'est 2 domaines différents, mais c'est le même état d'esprit, tu vois? Ouais, je comprends, je comprends. Un grand merci. Moi, tu m'as beaucoup touchée et puis là, le de se dire: «J'ai réalisé mon rêve», quoi, c'est waouh, franchement, c'est ça le waouh, quoi. Ouais, et puis même en t'entendant le formuler, puis je me dis, tu vois, c'est pareil, je
tu vois, être invitée aujourd'hui sur ton podcast, c'est un truc, tu vois, j'aurais jamais imaginé 2 ans plus tard que je viendrais à parler de cette expérience, enfin tout ce burn-out, cette période-là qui a été quand même très douloureuse pour moi. Et tu vois, le réel que j'ai sorti, il m'a fallu du temps avant de le faire parce que je voulais pas être un imposteur et raconter n'importe quoi aux gens, tu vois? Je voulais, me laisser le temps aussi de voir si justement, j'allais pouvoir vivre de mon art parce que c'est pas tout de dire, «Ouais, bah, j'en vis», alors que tu en vis pas, tu vois? Donc je voulais vraiment avoir tout fait de A à Z et puis digérer aussi cette période et puis avoir assez de recul pour poser les mots justes sur tout ce que j'avais ressenti, tu vois? Et c'était un gros bout à digérer, ça s'est pas fait comme ça, donc ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, en parlant avec toi, je me dis: «Ouais, en fait, j'ai réalisé mon rêve, bah, ouais. Je vais pouvoir m'écrire une autre bucket list». Eh ben, bravo, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite des aventures, une expo à l'étranger, un portrait de star, voilà, tout est possible maintenant que du coup tu t'es lancée, que du coup tu as osé. Bravo, bravo Émilie. Merci, merci pour ta générosité, ton partage. Je t'en prie. Ah beh, si les gens ont envie de découvrir mon travail, ils peuvent aller, pour ceux qui habitent du côté de Rennes, au domaine de Cissé-Bleusac parce que je serai en expo jusqu'au mois de décembre. Et puis s'ils veulent suivre mes aventures, faut me trouver avec, Dans les pinceaux d'Émilie et le «dans» est important, hein. Allez-y, suivez, je vais mettre de toute façon le compte Instagram et le site internet sur les notes de ce podcast. Donc, allez-y. De toute façon, ça va vous faire un shoot de belles couleurs et de joie parce que effectivement, c'est ce que ça renvoie. Donc, merci pour ton travail. Et puis, écoute, on suivra la suite de tes aventures. Pourquoi pas un autre épisode dans quelques temps pour connaître la suite. Avec grand plaisir. À bientôt, Émilie. Merci. Salut Florence, merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Junko. J'espère qu'il vous aura apporté des pistes pour avancer dans vos réflexions et dans vos projets professionnels. Pour en savoir plus sur mes accompagnements ou me poser vos questions, rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez tous mes contacts ou sur mon compte Instagram. Les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Osez explorer, questionner et agir, c'est déjà avancer sur le chemin d'une carrière alignée avec vous-même. Prenez soin de vous et de vos projets professionnels et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Junko.